Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le 1245 de BB24, les titres du journal. C'est révolu l'époque où les femmes sont dépendantes des hommes, elles le disent elles-mêmes et prônent désormais leur autonomisation afin de participer au bien-être de leur foyer et de leur pays. Chaque jour, les États africains investissent des milliards de francs CFA dans l'importation de produits et si l'Afrique réduisait ses importations et consommait ses produits, c'est un défi à relever. Et puis, championnat national de boxe, les pugilistes ont révélé leur talent au stade général Mathieu Kérékou. La compétition a réuni les boxeurs, toutes catégories confondues. Merci de votre fidélité. Plus question pour les femmes de dépendre de leur mari. Les premières à en prendre conscience, ce sont les femmes elles-mêmes. Elles s'émancipent de plus en plus et contribuent au développement socio-économique de leur pays. Mais au-delà, elles savent que leur autonomisation participe au bien-être de la famille et contribue à la réduction de la pauvreté. Autonomisation des femmes, c'est un reportage de Louis Koudogbo et Gloria Oni. La femme qui ne travaille pas, qui attend à ce que leur mari dépense tout dans la chambre, je vois que cette femme-là ne veut pas que leur mari évolue dans le foyer. Cette époque où la femme attend tout de son mari est révolue. La femme tient désormais à son autonomisation. Elle ne veut plus être dépendante. Une femme doit être autonome. Si elle se veut émanciper, elle doit d'abord penser à son autonomisation. Tout part de là. Tu ne peux pas vouloir qu'une personne fasse ton émancipation sans toi-même ta participation. Tu ne peux pas penser être dépendante des autres et chanter toujours émancipation. Tu ne peux pas vouloir être un oiseau dans une cage où la mère va chercher de la nourriture venue donner et penser être émancipée. Conscientes que leur participation au fonctionnement du foyer est importante, les femmes de plus en plus prônent leur implication dans la gestion financière du ménage. La femme ne doit pas dépendre de son mari à chaque moment, à chaque instant, parce que ça peut arriver que le mari échoue des fois, ou soit ait des faillites au boulot, tout ça là. Donc, si la femme était en train de faire quelque chose, elle peut aider son mari à faire, les petites gestions de la maison. Il est normal que dans un foyer, chacun puisse avoir un petit truc, un petit job ou emploi, je ne sais, qui lui permet de participer au budget familial. Il peut arriver des moments où l'homme sera en pénurie. Il n'aura pas d'argent. Il sera peut-être impayé. Et dans ce cas, la femme est appelée aussi à soutenir son mari. Il faudrait que ça soit un partenariat de gagnant-gagnant, quoi. Quand tu es avec ta femme, tout ce qui est comme dépense dans la chambre, et elle va contribuer une partie, toi aussi le mari, tu vas contribuer une partie. L'autonomisation de la femme est donc une condition essentielle. Mieux, un facteur de progrès socio-économique. Être femme, c'est être autonome. Être émancipée, c'est aussi être autonome, être brave, travailleuse. Autonome dans son travail, autonome psychologiquement, autonome intellectuellement. Elle a besoin de grandir, de se débattre du lot et être vraiment femme. Il ne suffit pas de dire je suis femme, mais c'est être femme. Selon une étude publiée en septembre 2018 par le site Women Entrepreneurship in Africa, 24% des femmes ont déjà créé une entreprise. Une saine émulation pour promouvoir l'autonomisation économique de la femme et son rôle dans la lutte contre la pauvreté en Afrique. L'Afrique doit relever de nombreux défis. Le continent doit pouvoir proposer et consommer ses propres produits. Son essor en dépend, mais c'est également une question d'ordre culturel. Adama Kounou est entrepreneur africain. Il nous en parle au micro de Évariste Zomaon et Estelle Pazou. Le consommant local, c'est cultiver local, transformer sur place, consommer ici. Voilà, quand on dit local, c'est toute l'Afrique, c'est le Bénin, c'est le Togo, c'est le Congo, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Maroc, tout ça là, on appelle ça local, c'est l'Afrique.
le consommant local rencontre de gros défis. Le premier est culturel, parce que depuis des décennies, depuis nos indépendances, les colons, le blanc nous a formatés à ne croire qu'aux produits qui viennent de l'extérieur. Donc aujourd'hui, dans nos pharmacies, dans nos supermarchés, nos boutiques sont remplies donc de produits qui ne viennent que de l'extérieur. Et c'est seulement cela que nous croyons. Vous ne pouvez acheter un produit et le consommer que quand vous croyez en ce produit, quand vous avez confiance en ce produit. Donc, et le consommant local a un problème de confiance. Tout ce qui est fabriqué localement n'est pas bien, n'est pas de qualité, ne respecte pas les normes. Voilà, on ne croit pas à nos frères africains. Tout ce qui vient de l'extérieur est européen, est chic, est beau, etc. Donc voilà, c'est le gros problème du consommer local. Et souvent, nous percevons la chose sous l'angle agroalimentaire. Mais il y a l'angle textile, vestimentaire, il y a l'angle intellectuel, et puis tous les autres angles, l'angle stratégique aussi, politique aussi. Ce défi du consommer local va être relevé, selon moi, à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau culturel. Nos parents produisaient africains, ils consommaient africains, ils avaient la santé, ils vivaient longtemps. Donc, consommer des produits de l'extérieur et abandonner les produits locaux, c'est perdre son identité. Donc, c'est une question identitaire. Être africain, c'est produire africain, transformer, consommer africain. Donc, nous voulons être nous-mêmes simplement. La deuxième problématique, c'est une problématique économique. Tant que nous devons et nous allons consommer les produits de l'extérieur, nous allons continuer d'enrichir l'Asie, l'Europe, l'Amérique au détriment de l'Afrique qui a un gros problème au niveau politique, au niveau économique, social, la délinquance, etc. Les jeunes qui prennent le bateau, qui se noient parce qu'ils vont aller chercher l'emploi. Donc, quand nous nous mettons à consommer, nous allons donner la chance aux entrepreneurs africains de trouver un marché pour leurs produits. Nous allons donner la chance aux entrepreneurs de grandir, donc de consommer la main-d'œuvre locale et de générer des ressources pour permettre à ce que nos pays deviennent indépendants. Voilà donc les raisons principales pour lesquelles il faudra revenir au consommer local. Hors du Bénin, les régulateurs ghanéens et ivoiriens du cacao envisagent rencontrer les acteurs de l'industrie à Abidjan afin de plancher sur les questions de durabilité dans le secteur. Cette démarche intervient alors que les initiatives disparates mises en œuvre pour l'approvisionnement durable du cacao n'ont pas eu les résultats escomptés. La rencontre devrait permettre de déboucher sur des stratégies améliorées pour parvenir à une production durable du cacao. Mais certains industriels redoutent que l'intervention des 2 pays dans le système jusqu'ici privé le conduise au renchérissement des coûts de la certification durable. Pour rappel, la Côte d'Ivoire et le Ghana fournissent 60% du cacao mondial. Le Congo-Brazzaville a accueilli du 10 au 12 septembre la 5e édition du Forum Investir en Afrique. La rencontre a été placée sous le thème « Tirer parti des partenaires pour promouvoir la diversification économique et la création des emplois dans les économies africaines ». Le Sénégal a présenté à l'occasion son modèle en matière de partenariat public-privé. Omar Nigué pour le reportage. Le nombre d'intervenants donne d'emblée une idée de l'importance du thème. La session traite du partenariat public-privé. Entre ministres, experts et patrons d'institutions, le débat met en relief des expériences intéressantes en la matière. Nous avons commencé les PPP depuis les années fin 90, dans le secteur d'abord de l'énergie, mais également dans le secteur des ports, dans les secteurs de l'eau également. Et par la suite, on a fait une loi sur les PPP en 2004, qu'on a améliorée en 2014. Et tout cela nous a permis de faire des projets emblématiques, tels que l'aéroport AIBD, l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio, mais également des projets dans le secteur de l'énergie. Dans la phase 2 du plan Sénégal émergent, l'objectif est de booster l'investissement privé qui va de plus en plus prendre la place de l'État dans les grands projets. Pour cela, des réformes sont nécessaires en vue d'appuyer le PPP. On essaie de systématiser cela pour qu'on ne perde pas de temps, parce que les PPP, ça prend beaucoup de temps et nos pays n'ont pas le temps. Nos dirigeants veulent des résultats, les populations veulent des résultats immédiatement. Il faut que nous, acteurs, avec les différents bailleurs, qu'on essaie d'avoir des process qui nous permettent d'aller très vite dans la transformation
mais également en ayant surtout des contrats équitables, parce que c'est des contrats sur de longue durée. Il faut que dès le départ, qu'on s'assure que les contrats que nous signons sont des contrats équitables, que l'État s'en sort, que l'usager s'en sort, mais que le privé également gagne une rentabilité correcte. L'expérience du Sénégal en matière de partenariat public-privé est donc bien perçue, si bien que les autres panélistes l'ont magnifié. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui nous avons des leaders en Afrique, un grand nombre de leaders en Afrique, qui sont également animés par cette volonté de mettre en œuvre assez rapidement. Parmi les leaders, ils sont ici présents dans la salle. Je sais que le président Macky Sall me demande régulièrement, quand il me voit, quand est-ce qu'on va commencer les travaux pour la centrale de Malicounda. Eh bien, je peux lui annoncer que ça sera fait dans quelques jours, peut-être une question de semaine, au début des travaux. Pour accélérer le développement du continent africain, le partenariat public-privé est donc une voie à suivre. C'est la leçon principale à tirer de ce panel de haute facture qui va peser de son poids dans les recommandations du 5e forum Investir en Afrique. De la bosse pour boucler ce journal, le stade général Mathieu Kérékou a accueilli le week-end dernier le championnat national de bosse saison 2019-2020. À l'occasion, les pugilistes ont montré au public diverses stratégies de combat à travers des uppercuts, des crochets et des esquives. Une compétition initiée par la Fédération béninoise de boxe. Arthur Wendo était sur les lieux. Reportage. Camilou Idou et Damien Zanou sont les tout premiers à s'affronter dans la catégorie léger senior au cours du championnat national de boxe saison 2019-2020. Du combat amateur féminin, léger senior, super léger senior, passant par le welter senior, puis enfin la finale néo-professionnelle. Tout était au rendez-vous pour donner un cachet spécial à l'édition 2019. Cette année, on a voulu innover le championnat. C'est pour ça qu'on a invité, on a mis les professionnels. Comme il n'y a pas de combat, il n'y a pas de compétition, le comité exécutif a jugé d'associer les professionnels pour que la fête soit un peu visible, que la population aime. L'autre particularité marquant cette édition 2019 est la remise officielle du ring à la Fédération béninoise de boxe. Je suis venu remettre un ring olympique de manière officielle à la Fédération béninoise de boxe qui m'avait demandé ce don-là depuis. Okay? C'est un don qui a daté et je ne pouvais pas demeurer insensible. Des combats tests, des préparations pour mieux aguerrir les boxeurs pour les joutes continentales et internationales. C'est la Fédération béninoise de boxe qui est en exhibition ici en ce qui concerne son championnat. J'ai été invité, je suis venu pour assister et partager le temps de plaisir avec les dirigeants de la fédération. Les pugilistes béninois ont ainsi un nouveau ring. De quoi révéler davantage les performances de la boxe béninoise et de faire la fierté d'un peuple, d'une nation et d'un public. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour d'autres informations.